El presidente nous a fait une allocution, nous allons la regarder parce que quand Mélenchon parle, on écoute. Donc non, il a fait une allocution, il parle de la 6ème République et des éco-régions parce que ça a beaucoup fait parler. Vous savez que moi j'ai kinké un peu là-dessus, sur le fait qu'il veut réécrire les régions pour préparer la planification écologique, les bassins versants. Et du coup, il a fait toute une allocution là-dessus, vas-y, je suis curieux. Il y a une sorte de ferveur populaire qui s'exprime avec l'expression à la fois d'une exaspération très avancée contre le système Macron et ses conséquences, mais je crois que ça va au-delà de même de M. Macron, c'est le monde de Macron, la manière de vivre de la période Macron. Putain, là oui, la France à Macron, là. Mélenchon, il a dit la France à Macron. Il a pas dit la France à Macron, mais il a dit la France à Macron. Bref, quand on était à Saint-Denis, on a été les premiers surpris à constater qu'on était passé de la veille tout est perdu à on va gagner. Tanakota, je te déteste. Je ne peux que voir ça maintenant. Le petit sèche-mise sur l'épaule droite, là. J'ai qu'une envie, c'est de lui tirer le truc sous la veste, là. Ouais, faut lui tirer la chemise, là, c'est pas possible. Le mot d'ordre de Nouvelle-France, qui au départ n'était pas un mot d'ordre, mais une analyse sociologique, anthropologique et historique sur l'histoire de France, tout d'un coup a surgi dans le rassemblement, non pas à notre initiative, ce qui montrait une attention très forte des milieux que nous influençons à tout ce que nous pouvons proposer et dire. De même que moi j'ai eu la surprise de ma vie en faisant le discours le plus bref que j'ai jamais fait, presque 3 minutes, même pas, place de la République, et où j'ai terminé en citant l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, et à ma stupeur, ce n'est pas moi qui ai fini la phrase, mais la foule qui se trouvait là. Ça, c'était quand même Laura Farming. Hein. T'as Glucksmann. Vive la France. T'as Marine Tondelier. Et ça, allez, on le refait. Et ça, et Mélenchon, il dit, les êtres humains naissent et demeurent libres et c'est la foule qui reprend. C'est vraiment genre bon. Genre lui, il a même pas besoin de faire des clap-traps. La foule spontanément cite des articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, quoi. Un truc que personne n'a envie de dire à haute voix, les articles de la Constitution devant lire dans les sites. Oui, c'est ça. Normalement, les articles de la Constitution, c'est les trucs que t'apprends par cœur en te faisant chier à l'école quand t'es gosse. Et les gens, quand c'est Mélenchon, ils sont contents de les répéter. Genre, c'est vraiment la sec les moments de fou. Hein. Donc à l'école, t'apprends la Constitution. Mais non, c'est pas la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais si, en cours d'histoire ou en cours d'éducation civique, il y a toujours un moment où t'étudies la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et nous, ce qui s'était passé, c'est que on avait été répartis en groupe et on devait apprendre par cœur un des articles ou un truc comme ça, je sais plus. On devait même ça, je le fais avec mes amis. Oui, bien sûr, on l'apprend. On apprend au collège. Nous faisons une campagne d'équipe, comme annoncé. Alors le mot équipe doit s'entendre au sens le plus large, c'est-à-dire que Équipe. Le front de campagne se déplace suivant où se trouve le lieu de l'actualité et qui s'y trouve. J'adore sa façon de vulgariser la campagne présidentielle comme presque une campagne militaire. Genre le front se déplace selon où est l'actualité. C'est vraiment, il a vraiment une logique de guerriero dans sa façon de mener une campagne politique. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment le côté latino-américain, l'épée de Bolivar, tout ça. Et soit la 6ème République, pétasse. Il arrive à faire des analogies militaires sans faire le bon ordre, c'est marrant. C'est vrai, mais c'est très bien relevé. C'est vrai que normalement on devrait tiquer avec les analogies militaires. On devrait être en mode c'est un peu masculin, c'est un peu viriliste, etc. Mais c'est vrai qu'il arrive à le faire d'une façon qui soit pas vraiment regardez mon gros gun, quoi. Oui, de fou. Non, t'as grave raison. Un langage de libération, pas de domination, c'est pour ça. Oui, je pense. Oui, c'est pas pareil de faire une guerre de guérilla ou une guerre de libération que de faire une campagne d'écrasement, quoi. Ouais. Il est plus sur le côté stratégique que le côté gros bras bandeur de guerre. Oui, je pense que ce qui fait que Mélenchon est pas viriliste dans ses analogies militaires, c'est que lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le côté minutieux. Enfin, c'est vraiment le côté un peu... c'est le côté minutieux et très fin de la stratégie. Là où souvent les gens qui utilisent des métaphores militaires, c'est plutôt le côté canonnière, bombardement, etc. Et lui, en fait, c'est presque la technique. En fait, ça ressemble à quand il parle de l'artisanat. Ça ressemble à chaque fois qu'il parle de trucs techniques, il y a la même égalité du plaisir de se voir dérouler les mécanismes sociaux, les mécanismes politiques, etc. Oui, de fou. Tradition marxiste d'étudier la stratégie militaire pour construire l'organisation. Oh, ça... Oui, en fait, maintenant que tu le dis, c'est logique. C'est pas la première fois que j'entends ça, en tout cas. Vous savez que sur le sujet de la canicule, nous avons toujours en travers de la gorge un échec, le nôtre, celui de 2022, et notre difficulté, pour ne pas dire pire, à introduire le débat sur l'eau dans la présidentielle de 2022. L'obsession de l'eau. Canicule 100 balles, oui, joli, oui. L'obsession de l'eau, en 2022, on n'a pas réussi à parler d'eau. On voulait parler de l'eau en 2022, on n'a pas réussi. Maintenant, c'est bon, vous allez nous écouter, on va parler de l'eau maintenant. C'était le débat avec lequel on avait commencé la présidentielle, avec un meeting en réalité augmenté. Nous étions extrêmement satisfaits de la manière avec laquelle nous avions présenté nos thèses, mais ça n'a pas eu d'effet. Et c'est très dommage. Alors, bien sûr, la responsabilité en revient à vous, mais surtout à M. Macron, qui avait décidé qu'il n'y aurait pas de débat
parce qu'il était occupé à téléphoner à M. Poutine pour la guerre qui venait de commencer. On a donc traversé une campagne entière sans parler de rien. En 2022, Toby a bu toute l'eau de la France insoumise. Ah, continuez. Ah, je vous en supplie, continuez. La méta fake news sur Toby, incroyable. Les événements écologiques étaient éclatés sur le territoire. Alors on voyait bien qu'il y avait un rapport avec la crise climatique, par exemple quand il y avait ce qu'on appelle des épisodes méditerranéens. On comprenait que le réchauffement de la Méditerranée, augmentant l'évaporation de son eau, provoquait ce genre d'épisode. Mais il n'y avait pas eu encore une conscience collective de masse et en profondeur du fait qu'il s'agissait d'un phénomène irréversible face auquel il s'agit de s'organiser à la française, c'est-à-dire en déployant tous les moyens de l'État et du peuple pour y faire face. Et nous sommes dans ce moment. Mais tout le monde a vu ça. Pourquoi ? Parce que c'était toute l'Europe. Et ça sera encore toute l'Europe. Et il arrive d'autres canicules, ça n'arrêtera pas. Et les gens, maintenant, comprennent que ça n'arrêtera pas et que ça va être sans fin. Et pourquoi l'Europe ? Parce que le continent se réchauffe plus vite que les autres parties du monde, ce qui fut pour moi un moment de stupeur. Parce que pourquoi ? Eh bien, on m'a expliqué que parce que toutes les surfaces enneigées, les neiges éternelles, les glaciers, tout ça fondant, la réfraction de la lumière solaire est moins grande actuellement qu'elle ne l'était auparavant, et donc nous chauffons plus, que nous réchauffons plus, c'est-à-dire la chaleur augmente plus vite en Europe qu'ailleurs dans le monde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Genre, comme il n'y a plus de neige sur les sommets, enfin, quand il y a moins de neige sur les sommets, ça renvoie moins les rayons du soleil. Et du coup, le soleil chauffe plus. L'effet albédo. Et ça n'a rien à voir avec le cannabis, les gens. On parle de la neige. Moins de neige, plus d'énergie emmagasinée parce que renvoyée. Oh. Mais alors, du coup, attendez. Si on fait tourner les canons à neige en été... Vas-y, je vais pas faire mon rase. Mais si on fait tourner les canons à neige, si on met des grandes bâches, oh, je sais. On va mettre des grandes bâches, toutes blanches, sur les sommets des montagnes, là, partout où la neige est fond, là, on met des grandes bâches toutes blanches. Comme ça, l'albédo, il va faire le bédo, non ? Pas comme ça que ça marche. We're gonna build a bash. We're gonna build a bash so big and so beautiful. C'est déjà fait. Ah, la neige, c'est la peinture blanche des immeubles version montagne. La neige, c'est le blanc de Meudon, en fait. Putain. Ok. Le Qatar avait la vision, c'est pour ça les pistes de ski dans le désert. Mais putain, en fait, les Qataris, ils ont tout compris au réchauffement climatique depuis le début. On croyait ça polluait, mais en fait, non. Ça dépollue. On croyait ça contribue au réchauffement, mais non, pas du tout. En réalité, le Qatar, ils mettent de la neige pour faire l'effet bédo. We're gonna build a bash. Build a beautiful, big, beautiful bash. And it's gonna be very beautiful. And it's gonna be chill. And it's gonna be very cool. And we're gonna be less hot. Puisque c'est une mer fermée par rapport à l'océan mondial, et avec un seul point de passage de 13 à 14 km, le détroit de Gibraltar. Donc nous avons là une mer qui est la mer de notre monde en plus, de notre civilisation, qui se réchauffe plus vite, qui se tropise à vitesse grand V. Donc nous serons continuellement exposés à des événements extrêmes, et d'ailleurs vous avez vu, c'est commencé, on passe à la saison des grands incendies. Je pense que peut-être Emmanuel Bompard en parlera tout à l'heure, puisqu'il s'agit aussi de sa circonscription à Marseille. En tout cas, tout le monde a vu que c'était invivable. Que ce soit dans les EHPAD, dont 90% ne sont pas équipés de climatisation. Ah, la clim. Parce que les gens, ils se sont énervés quand Mélenchon, il a dit oui, la clim, c'est pas la solution, mais il a raison, c'est le GOAT. Non, ça veut pas dire non, on va pas foutre de clim dans vos EHPAD et non, on va pas foutre des clims dans vos hôpitaux. Évidemment qu'on va foutre des clims dans les EHPAD et les hôpitaux. Mais on va quand même essayer de faire en sorte que les gens aient pas besoin de clim. Quand même le principe. Ça m'énerve. Les gens qui sont oh là là, vraiment, Mélenchon, pas la bonne take sur la clim, franchement. Et puis en plus, je connais un mec qui a fait un trade sur le fait qu'en fait, la clim, ça pollue pas tant par rapport aux voitures, mais par contre, dans les rues étroites, ça réchauffe énormément. Dans les rues larges, ça réchauffe pas tant que ça. Et dans les rues étroites, ça réchauffe beaucoup. Du coup, en fait, ça va, la clim, c'est pas pire que les bagnoles. Mais en fait, il y a des analyses sur les bagnoles et en fait, c'est pas clair. Au pire, on pourrait s'en passer. Parce que l'autre problème de la clim, c'est que ça alourdit la facture d'électricité aussi. En fait, et ça, c'est qu'on oublie très très vite que la clim, ça consomme de l'électricité et que à la fin, la facture, c'est toi qui la payes. Genre, c'est un moment, si on peut faire en sorte que des solutions collectives fassent que ça coûte moins cher, quand même pas mal aussi, quoi, non? Je sais pas, bon. Toby travaille au FMI. Toby et Dominique Strauss-Kahn. Dans l'habitat, où nombre de réhabilitations, même de réhabilitations, se sont passées sans qu'on mette de volets au logement, si bien que chacun dispose d'un four à domicile, autant de fenêtres, autant de fours, qui réchauffent continuellement et rendent la vie intenable. Beaucoup prennent conscience du fait que ce dont il est question, c'est de savoir si la vie est possible. Quand on décide par exemple de sortir de son appartement pour aller dans la rue parce qu'il y fait plus frais, c'est que véritablement le problème prend des proportions dont chacun a conscience. Ensuite, il y a ceux dont on n'a pas conscience, mais pourquoi moi je veux avoir un mot à cet instant. Je rappelle que quand on est puni pour un délit, quand on est puni de
de prison, la peine, c'est la privation de liberté. Ce n'est pas la torture calorifique. Ah oui, ok, je savais pas où est-ce qu'il voulait en venir, mais oui, en vrai, c'est un enfer. La surpopulation carcérale, les taulards sous la canicule, mais l'enfer. Déjà, la prison, c'est horrible. Déjà, l'hiver, tu te pelles. L'été, tu crames. Genre, c'est une dinguerie. Le fait que, bref, c'est quand même une dinguerie, les conditions d'incarcération. Oui, ils ont pas le droit aux ventilos et tout. Bah, en fait, ils ont pas le droit à tout ce qui pourrait être une arme. Donc, les ventilos, oui. C'est vraiment genre... Toby a mis la canicule dans les prises. Le chat, il ne s'arrête pas depuis tout à l'heure. Eh bien, il y a des milliers de gens qui, certes, sont en défaut et règlent leur dette à l'égard de la société, mais qui ne méritent pas d'être traités de cette manière, c'est-à-dire condamnés à suffoquer, sans aucune espérance de quelque amélioration que ce soit. Au moins, ça aura été dit. Et puis, est arrivé là-dessus, la conséquence, comme d'habitude, c'est la pagaille, le bousin, on ne prévoit rien, on laisse faire, et puis une fois que c'est là, on jette de grands cris, on se tire les cheveux et on verse de grosses larmes, qu'il était prévisible que les élevages de masse, qui ne tiennent aucun compte du bien-être animal le reste du temps, se sont transformés en fournaises et que des millions d'animaux sont morts et ont été libérés par la mort de l'enfer que les êtres humains leur infligent. Si bien qu'on a commencé par enterrer tout ça avant de se demander si c'était une bonne idée, si ça ne menaçait pas de tout contaminer et ainsi de suite. Oui, parce que là, faudrait que je m'y penche dessus, mais là... Parce que là, du coup, il y a une loi d'urgence agricole qui a été approuvée au Sénat qui remet des pesticides de con. Vous vous rappelez les gens? Vous vous rappelez quand on avait React au truc de France 2 avec Marine Tondelier qui va voir un agriculteur de la FNSEA et qui dit faut que j'enlève les pucerons de mes betteraves et en fait je peux pas enlever les pucerons de mes betteraves et il me faut absolument des pesticides interdits pour le faire et qui se penche sur sa betterave où il y a rien entre les feuilles de sa betterave, mais bref, et du coup comme c'est la FNSEA, en fait c'est littéralement ils ont l'oreille du gouvernement quoi qu'ils fassent. Et du coup, on voit, ce qui est intéressant, c'est que tu vois le coup de pub de France 2 qui met Marine Tondelier face à un agriculteur de la FNSEA, Marine Tondelier qui est nul à chier, Marine Tondelier qui dit on va embaucher des gens pour enlever les pucerons un à un et on va faire le travail manuellement. Ah ouais, super, tu vas le faire peut-être, bref. On va le faire à la main, bref. Donc Tondelier qui se ridiculise devant le mec de la FNSEA. Pendant ce temps, la FNSEA continue son petit lobbying pour réintroduire les pesticides et la canicule, c'est compliqué. Faut des urgences et des largesses pour les grands lobbies agroalimentaires, la FNSEA et toutes leurs filiales, etc. Du coup, on va réautoriser les pesticides dont il parlait dans la vidéo avec Marine Tondelier. C'est super, il y a plus besoin de rien, quoi. Toby est le puceron qui pousse les agriculteurs à utiliser des pesticides. Et puis nous allons avoir arrivé devant nous quelque chose d'imprévu qui est l'inflation, parce que les productions agricoles étant ruinées, il va de soi que les prix vont augmenter parce que toutes sortes de cultures ont été carbonisées. Oui, c'est ça. Et là la loi d'urgence agricole, c'est pour la betterave, la noisette, les fraises, je crois. Non, pas les fraises, je sais plus. Mais c'est vraiment genre pour tous les secteurs de cons, quoi. Tous les secteurs de cons, quoi. Le maïs aussi. Mais non, tous les trucs, ils sont désastreux, quoi. La betterave, c'est pas un secteur de cons. Si, c'est un secteur de con, la betterave, pardon, un peu un secteur de con, la betterave. Déjà, qui mange des betteraves, hein? Pourquoi on a autant de gens qui font pousser de la betterave, alors que moi, la betterave, j'en mange une fois par an, hein? Voilà. Mais je sais que c'est pour... En plus, c'est pas du mauvais sucre, le sucre de la betterave. Pour le sucre et l'éthanol. On n'a qu'à planter de la canne à sucre. En plus, bientôt, on aura le bon climat pour. Et on pourrait baisser le sucre. On pourrait moins sucrer les aliments. Il y aurait peut-être moins besoin de sucre si on arrêtait de sucrer autant les aliments pour rendre les enfants addicts. Et toc. Voilà. Je vous ai bien mouché, hein. Voilà. Donc, c'est un secteur de con. Mais le maïs aussi, moi, je crois que c'était dans le sud-ouest. Je crois que c'était dans le sud-ouest où, quand le maïs est arrivé, t'as plein d'agriculteurs aux alentours de Montauban et tout qui se sont mis au maïs. La façon dont ça a asséché les réserves d'eau, parce que le maïs ça demande énormément d'eau, et du coup t'as plein d'agriculteurs qui se sont mis au maïs et qui se sont retrouvés avec avec un assèchement immense et une difficulté en fait à se procurer de l'eau et tout, et je sais que ça a été un peu une catastrophe, et ça a été un petit peu les grands trucs de les Landes aussi, bref, maïs, secteur de con aussi, hein. Tout ça, encore une fois, la betterave, le maïs, tout ça pour nourrir les animaux, quoi. La betterave, je sais pas. Oui, globalement, le maïs, c'est pour faire bouffer les poules, quoi. En plus, le sol est totalement minéralisé, c'est Roundup à l'automne, puis engrais pétrochimiques au printemps. Oui, c'est l'enfer, c'est horrible, vraiment, bref. Résidu de betterave après avoir fait du sucre, ça nourrit les animaux. Ok, donc la betterave à bouffer, c'est le sous-produit de la betterave pour le sucre. Ok. La betterave sucrière et la betterave fourragère. Ah, il y a deux trucs différents. Bon, vas-y, je vais pas... moi, je suis un citadin de ces morts, donc je veux pas savoir, je veux juste savoir que faut changer de modèle agricole et faut arrêter de mettre du sucre partout. Eh bien, l'électrochoc n'aura pas suffi encore à aligner les planètes des consciences. Voyez-vous, c'est quand même frappant. Le premier sommet de la Terre a eu lieu en 1992. Quoi, c'est en 1992 qu'il y a eu la première montagne? Ouais, qu'il y avait des montagnes avant. Premier sommet de la...
sommet. Eh, je travaille mes skills d'humoriste France Inter, d'accord? Calmez-vous un peu. Il se trouve que j'étais dans le Concorde, donc je m'en souviens. Et puis ensuite, 10 ans plus tard, nous sommes en 2002, c'est Chirac qui dit la maison brûle et nous regardons ailleurs pendant ce temps-là. Ah, comment Mélenchon il a flex là? Il se trouve que j'étais dans le Concorde. Il se trouve que j'étais dans l'avion présidentiel pour aller au sommet de la Terre. Ouais, j'y étais, j'étais dans le Concorde. Ouais. Avec le président. Ouais. Ouais, mais c'est Toby qui a brûlé la maison. Je suis d'accord, Adrien. On peut dire, forcément, il devait y avoir une sécheresse. Que le président Chirac, à ce moment-là, a signifié un état d'alerte qui venait de la plus haute autorité de l'État. Que s'est-il passé ensuite? Rien, bien sûr. Et puis, en 2023, nouvelle crise caniculaire en France. J'aurais préféré que le Concorde soit moi. Non, attends. Tu veux que Mélenchon soit à l'intérieur de toi, ça? À tatouille. Je critique pas, hein, chacun c'est... Voilà, chacun son truc. Hein. En vrai, je dis pas non pour Mélenchon, la discussion post-baisse doit être grave cool. Désolé, je dois avoir une insolation. Protège-toi bien pendant la canicule, hein, tu m'as l'air assez sensible à la chaleur. Et donc, une incapacité à prévoir, non seulement à prévoir ce qui va se passer, à s'organiser, mais à comprendre que les faits qui relèvent de la transformation d'un système métastable comme le climat. Ça, c'est vraiment son truc, le truc métastable. À chaque fois, il le cale. Je suis sûr que personne n'a rien qu'à là à pourquoi il disait système métastable, sauf les matheux. Il y a des matheux dans le chat. Parce que je sais que c'est vraiment son gros délire. Enfin, son gros délire. C'est en mode, c'est les systèmes métastables. En gros, un truc métastable, c'est quelque chose, c'est un truc qui est toujours au bord de la stabilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose de instable, mais qui est toujours à deux doigts d'être stable. Et donc, je crois que c'est ça le truc métastable. Et ça, c'est vraiment un mot qu'il a découvert il y a genre 7 ans, un truc comme ça. Et il le spam partout. C'est vraiment, oui, ça doit être bon par... Oui, t'as raison, ça doit être bon par qui lui a suggéré de fou. Mais après, moi, j'aime bien parce que qui oscille entre plusieurs points de stabilité. Oui, c'est ça. C'est en fait, l'exemple que j'avais vu, c'était... Hop. C'est genre, vous voyez putain, vous voyez les slinky, vous voyez les trucs là que t'achètes, non pas les godes, trucs que t'as à la fête foraine là, les slinky, putain, c'est pas un ressort, c'est c'est pas des ressorts, le ressort, sa position naturelle, c'est Stoing. Et les slinky, c'est comme ça. Voilà. Ces trucs-là, ces trucs-là que vous faites descendre les escaliers, là. Et les trucs comme ça, là, de fête foraine. Ça, là, ces trucs-là. Et ben, en fait, un truc métastable, c'est comme le slinky qui descend les escaliers. C'est-à-dire que il passe la plupart du temps dans sa course, il est instable. Et après, il y a un moment où il redevient stable. Et après, le rebond fait qu'il redevient instable. Et en fait, c'est ça, le système métastable, c'est un slinky. Slinky stairs. Regardez, voilà. Bah voilà, et donc ça c'est métastable. Est-ce que les matheux du chat valident la métaphore? Je dis d'un système qui, sans être stable, semble-t-elle en raison d'une très faible vitesse de réaction ou de transformation. La métastabilité, état d'apparence stable, mais qu'une perturbation peut faire aller rapidement vers un état encore plus stable. Ah oui, c'est pas du tout ça. En l'absence de perturbation significative, la vitesse de la transformation menant à l'état stable peut être très faible, voire quasiment nulle. En réponse à une perturbation déclencheuse, la transformation peut être très rapide, voire quasi instantanée. Moi, je préférais le slinky qui descend les escaliers, hein. Parce qu'on est d'accord, ce petit graphique, c'est un slinky qui descend les escaliers. Oui, moi je suis d'accord, j'avais raison. Parce que une petite perturbation, tu fais pouf sur le slinky et du coup il est stable. Le diamant est métastable à température ambiante parce que la transformation vers l'état stable de graphite du carbone est extrêmement lente, humainement non observable. Ah, donc en fait le diamant, ça bouge. Ah, mais c'est comme l'univers. L'univers, t'as l'impression il est stable, mais en fait il est tout le temps en expansion, mais c'est tellement lent que t'arrives pas à le voir. Du coup c'est métastable. Mais s'il y a un boom, genre s'il y a un Big Bang ou je sais pas quoi, bah il retourne vers un autre état de stabilité. Non plus. C'est comme à plus haute température, la vitesse de transformation de phase augmentée et le diamant se transforme plus rapidement en graphite. Ok, donc si tu chauffes le diamant, il se transforme plus vite en graphite que si tu laisses à température ambiante, où tu peux pas observer humainement la transformation du diamant en graphite. En revanche, l'obtention de diamants à partir de graphite n'est possible qu'à haute température. En général, les diamants naturels se forment à la limite du... Oui, mais quel rapport avec la métastabilité? En quoi c'est
métastable, ce qu'on vient de m'expliquer là. Genre le diamant, il va lentement vers l'état stable. Et s'il y a une perturbation, donc c'est-à-dire une plus haute température, il va plus vite vers son état stable. Ah, Sartre. Dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre s'empare du concept de métastabilité originellement inventé par les sciences naturelles pour élaborer son ontologie de l'homme. L'ouvrage entier se présente comme une investigation ontologique, interrogation sur le sens de l'être, menée à partir de la méthode phénoménologique. Voilà, là déjà je suis dans un univers que je comprends mieux que la physique et les trucs comme ça. La cristallisation de Simondon, je vais regarder Jean-Paul Sartre. Plutôt. Dès l'introduction, Sartre établit que l'appréhension philosophique de l'être aboutit nécessairement à la dualité être en soi et de l'être pour soi, respectivement être des choses et être de la conscience ou de l'homme. C'est après avoir découvert le néant au cœur de la conscience de la première partie nommée qu'il développe le concept de métastabilité de la conscience, notamment à partir de l'exemple du garçon de café, c'est-à-dire ce serveur stéréotypé que l'on voit occuper presque excessivement sa profession en manifestant une aisance et une nonchalance affectée, que le philosophe découvre que l'être de la conscience, c'est-à-dire le pour soi, se caractérise par ce paradoxe ontologique qu'il est ce qu'il n'est pas et qu'il n'est pas ce qu'il est. Il veut dire par là que la conscience est fondamentalement néantisation de son passé et projection vers son futur. La métastabilité est à la source de l'anthropologie sartrienne. L'existence humaine se définit par cette condition d'incertitude, de doute, d'angoisse et de désir. L'homme ne sait jamais exactement qui il est sans qu'on puisse pour autant dire qu'il n'est rien. En vrai, avec Sartre, c'est beaucoup plus compréhensible. Le concept ouvre alors la voie à une phénoménologie de la liberté. L'identité de l'homme n'est jamais stable car l'homme choisit librement de son être. Développant son ontologie génétique plutôt qu'existentialiste, le philosophe Gilbert Simondon, c'est lui le Simondon, ok d'accord, a fait de la métastabilité un des concepts clés dans l'analyse de l'individuation, à la lumière des notions de forme et d'information. Simondon utilise la notion de métastabilité en physique, dont il fait de la cristallisation un paradigme. Ok, je croyais que c'était un truc de physicien, la cristallisation de Simondon, je croyais que c'était un truc de physique, pardon. Nous essayerons donc d'abord de présenter l'individuation physique comme un cas de résolution d'un système métastable à partir d'un état de système comme celui de la surfusion ou de la sursaturation qui préside à la genèse des cristaux. La cristallisation est riche en notions bien étudiées qui peuvent être employées comme paradigme dans d'autres domaines. Ok, donc en gros, l'individuation, c'est-à-dire l'être en individu, ça part d'un état de surfusion ou de sursaturation, de bordel. Regarde le schéma 1. En gros, la boule 1, si tu la laisses tranquille, elle reste dans la petite crevasse. Ouais, ok. Non, mais elle va légèrement vers le point 2 quand même. Elle va très très lentement vers le point 2. Parce que je crois qu'elle est censée bouger un peu la boule 1. Mais ça se voit pas à l'œil humain. Mais si tu la pousses trop fort, elle tombe dans la grosse crevasse. En gros, le climat c'est pareil. A priori, ça va rester tranquille. Mais si on met trop merde dans l'atmosphère, ça va dévier trop loin sa mère. Ok, donc en gros, la boule 1, elle va très lentement vers le point 2, mais c'est hyper long et de toute façon les hommes ils seront déjà il y aura déjà eu l'apocalypse nucléaire. Non, parce que l'apocalypse nucléaire ça amène vers le point 3. Mais en gros vraiment, franchement ça va être tellement long avant que la Terre se réchauffe de cause naturelle et que en fait le réchauffement climatique c'est la poussée qui fait qu'on arrive au point 3 et que c'est la sauce. Non, mais arrêtez de dire non. La boule 1 peut être immobile. Non, ils ont dit qu'elle bouge très légèrement. Elle oscille dans la crevasse. Non, parce que la flèche elle va vers le 2. Ça bouge que s'il y a perturbation. Là la perturbation c'est la pollution. Oui. La boule 1, si tu la dévies un peu, tu vois bien, elle va revenir au point 1. Elle peut pas monter toute seule, la gravité, tout ça. Ok, d'accord. Donc là, elle est dans une petite courbe comme ça. Si tu la bouges un petit peu, elle va revenir en position, elle va osciller. Mais si tu la bouges beaucoup, elle va dépasser le point 2 et elle va tomber dans la crevasse et ça va être le point 3. Mais donc, c'est le moment où tu pouffes sur le slinky. Donc, j'avais raison pour le slinky. Si le slinky, tu le bouges un tout petit peu, il va revenir en place. Mais si tu le bouges beaucoup, il va dévaler la pente. Moi, j'avais raison sur le slinky depuis le début. Vous m'avez empêché d'avoir ma métaphore slinky alors qu'elle était parfaite. Ce sont des tendances catastrophiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, elles vont à des processus exponentiels. C'est ce qui est en train de se passer. Donc nous sortons d'une canicule et on nous dit qu'il y en aura peut-être une la semaine prochaine. Et en tout cas qu'on est sûr qu'il y en aura une au milieu du mois de juillet. Et en tout cas, etc., etc. Le slinky, si tu le touches pas, il fait rien. Mais on m'a dit tout à l'heure que la boule 1, si je la touchais pas, elle pouvait être immobile aussi. Vous êtes contradictoires dans le chat. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, la boule 1, ça se trouve, elle bouge pas. Il y a d'autres qui disent ça bouge toujours. Mettez-vous d'accord les scientifiques. Ça cherche, mais ça trouve pas beaucoup, voilà. Accepte que le slinky ne marche pas parce que tu débats avec des nerfs de la physique. Je veux mon slinky. Les gens, par contre, les jeunes, est-ce qu'il y a des très très jeunes dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés après les années 2000, genre 2004, 2005, 2006, genre? Non, mais pas des... Non, mais genre des gens qui n'ont pas connu les années 90, début 2000, qui étaient trop jeunes. Est-ce que vous connaissez les slinky? Est-ce que vous avez eu ça dans votre jeunesse aussi? Oui, je connais. Ok. Je connais pas ça même. Non, mais je sais pas, tout à l'heure quand j'ai dit slinky, vous saviez pas ce que c'était. Depuis 2001 et je connais pas. Ah ouais? Non, mais oui, c'est que les vieux. Non, attends, si vous répondez oui, mettez votre année de naissance. Si c'est oui, mettez votre année de naissance. Si c'est non, mettez votre année de naissance. Voilà, répondez maintenant. 2005, c'est connu quand même. Oui, 2006, oui, 2000, oui, 2002, non 80.
Oui, non, 80. Non, 94, non. Oui, 84. Je connais l'objet, mais pas le nom. 2008, 2004. Ok, d'accord. Tout le monde connaît, mais personne n'appelle ça Slinky en France. On appelle ça comment? Comment on appelle ça en France? Mais c'est pas un ressort! Un ressort, normalement, la position naturelle du ressort, c'est d'être détendu. Et quand tu le compresses, ça fait ch'toing. Alors que le Slinky, ça fait pas ch'toing. Ça fait clic, 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 clic. C'est pas un ressort. C'est à vouloir établir une norme stricte sur les ressorts. Si les ressorts, ça fait ch'toing. C'est tout. Voilà, bon, Mélenchon et la métastabilité, là. On continue à avoir des gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui, d'abord, n'ont rien à dire sur le sujet, pour la plupart d'entre eux, ou quelques bonnes paroles sans aucune conséquence concrète, mais d'autres dire carrément des choses qui sont absolument ahurissantes, qu'on pouvait peut-être imaginer dans les années 70, quand le productivisme était une idéologie partagée aussi bien à droite qu'à gauche. Hein. Mais comment M. Retailleau peut-il dire en 2026 qu'il faut supprimer le principe de précaution? Ah mais oui, c'est un ressort. Parce qu'un ressort, si il est serré et que tu l'utilises pour le détendre, il va faire ch'twing aussi, mais dans l'autre sens. Même tu peux le tordre comme ça, il va faire ch'twing, mais de côté. C'est un ressort métastable. Bon, allez. Après, vous appelez pas ça un ressort. Enfin, je sais pas, ça s'appelle un machin qui... qui nous doit des excuses. Je présente mes excuses au chat qui avait raison depuis le début sur les ressorts et sur les trucs méta... Enfin, pas tout le chat sur les métastables, vous étiez confusant dans vos explications. Mais sur le Slinky, je refuse d'appeler Ondamania. Non, désolé, je n'appellerai pas ça Ondamania, c'est un Slinky. C'est un truc qui... Slink, quoi, voilà. Je présente humblement mes excuses. Je parlais tout à l'heure du Concorde de 1992. Qui peut aller expliquer à M. Retailleau le rapport qu'il y a entre le principe de précaution et la prévoyance des situations que nous vivons? Alors, c'est ça. Et puis alors, le pompon, hier, le Sénat qui vote que oui, il est urgent, grâce à M. Duplon, qui est toujours le premier pour empoisonner les autres, qu'il est urgent de remettre en circulation un pesticide qui n'a qu'un inconvénient, qui n'a pas atteint le cerveau de M. Duplon, peut-être en est-il lui-même déjà privé, mais ce qui a qu'un inconvénient, c'est de détruire les cerveaux des fœtus. Et ça n'a pas l'air de lui poser problème. Donc, les mesures insensées, les comportements absurdes, la négation de la réalité continue à dominer. Il faut régler cette affaire à la française. C'est-à-dire en ne comptant que sur nous-mêmes, notre État, notre organisation et notre volonté d'agir. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, au nom du mouvement Insoumis, une formule plus avancée que celle que nous avions à la précédente campagne. C'est-à-dire les éco-régions. Ah oui, les éco-régions. Elle est trop belle. Cette carte-là, régulièrement, elle circule sur Twitter, sur les Twitter infographies. Mais cool, il y a des gens qui aiment bien les infographies un peu esthétiques et les trucs un peu jolis. Et c'est en mode, oh, a map of France with all its rivers mapped. Et c'est trop, en vrai, c'est trop stylé. On dirait des espèces de chaînes de montagnes. Non, c'est magnifique. Cette carte-là, elle est magnifique. C'est une philosophie qui existe depuis déjà bien longtemps et qui part d'une philosophie qui m'a convaincu. C'est-à-dire que les reliefs, la géographie sont fondatrices de culture locale, de manière de vivre et de s'organiser depuis toujours. Et par conséquent, les écorégions, les premières propositions que nous avons vues sont venues des bassins versants. Et en 2022, nous proposions de les réorganiser autour des bassins versants. Alors, la structure écorégion est une structure qui inscrit dans l'organisation de l'État le fait qu'on prend en charge, et dans la durée, la gestion de la crise climatique. Pensez, ça va dire, vous faites comme le régime chinois, monsieur Mélenchon. Bah, je sais pas, parce que je crois pas que la Chine ait des écorégions, hein. Je crois que faudrait que je demande à Émeric. Mais les régions chinoises correspondent plutôt à des réalités d'annexion politique dans l'histoire et des royaumes que des écorégions. Après, peut-être que ces royaumes se sont stabilisés autour des fleuves et du coup, ça en fait plus naturellement des écorégions ou je sais pas quoi. Mais t'as quand même des régions qui, enfin, il y en a certaines qui sont en amont et en aval du Yangtze, par exemple. L'histoire du barrage sur le fleuve Yangtze, ça a été une catastrophe pour les gens qui étaient en aval. Et depuis, la Chine a mis en place des trucs de compensation entre municipalités, entre régions, etc. Lorsqu'il y a ce genre de trucs qui sont faits en amont, qui niquent la vie des gens qui sont en aval, etc. Je crois pas que ce soit comme ça en Chine. Hein. Nos régions actuelles sont absurdes. Non, mais les régions, elles sont débiles. Hein. Après, moi, je trouve, quitte à faire des régions historiques / géographiques, ok. Parce qu'en vrai, je trouve que quitte à rentrer dans le grand débat de comment on refait les régions en France, ce qui est quand même le débat préféré des Français, autant proposer un truc un peu stylé et novateur, quoi. Au lieu de se dire, les Auvergnats, on va les mettre avec les Rhône-Alpins, les Bretons, alors jusqu'où ça va la Bretagne? Bon. Perso, je suis fan de ce nouveau découpage régional. Moi, ça me fait trop bander ce nouveau découpage régional. Je suis trop heureux. C'est vraiment, moi, je suis heureux. C'est vraiment. Bah, après, bon, voilà, moi, ça me fait bander les régions sur les bassins versants. C'est trop stylé. Les régions actuelles sont des régions de l'ancien monde, nous allons dire, pour ne pas dire de l'ancien régime, parce que ça ne veut pas dire la même chose, de l'ancien monde.
Tchad Normandie récupère la capitale. Non, Tchad capitale récupère la Normandie, c'est pas pareil. C'est les Parisiens qui vous annexent, c'est pas vous qui annexez les Parisiens. Hein. Là, par contre, les Normands là. Hein voilà. Après, est-ce que ça fera que les trains sont moins chers pour aller en Normandie vu que ce sera la même région? Ah, c'est un banger un peu. Parce que attendez, si les régions elles sont plus grandes. Ah ben non, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont fait avec le dernier découpage des régions, c'est que les régions elles étaient plus grandes. Du coup, il y avait plus de budget. Du coup, les gens ils se sont dit ah, il y a plus de budget donc ils vont faire plus de trucs. Ah non, parce qu'ils ont dit bah non, on va baisser les budgets aussi. Du coup, on va faire moins de budget pour une plus grande région. Donc en fait non, c'était ça la douille de faire des très grandes régions. Mais ça c'est parce qu'on avait des gouvernements de droite, ça n'a rien à voir avec la taille des régions. Oui, tarif unique, renationalisation de la SNCF. De toute façon, bas les couilles, tarif unique. Point barre. De toute façon, avec la montée des eaux, la plage commencera vers Saint-Ouen. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec la montée des eaux, il y aura plus de Picardie. Tout le bassin, tout le bassin de la Somme là, ça va redevenir la mer. C'est trop bien, ça va être trop bien. Donc non seulement il y aura la mer pas loin, mais en plus il y aura plus de Picard. Trop heureux. Ruffin en bouée, oui, de fou. Ruffin en pédalo. Amiens disparaîtra, mon rêve. Je crois que ça va jusqu'à Amiens. Je crois qu'Amiens, c'est la partie où c'est le bout du truc. Je crois que Amiens, ce sera Amiens plage. Je crois que c'est comme ça que ça va marcher. Par contre, tout le reste, ouais, c'est... Les actuelles régions ont aussi des compétences de caractère écologique. Mais quand vous interrogez ceux qui ont à les manier, soit vous découvrez qu'ils ont pris des décisions à caractère écologique qui contredisent les finalités écologiques, parce que leur finalité, c'est avant tout de faire venir des entreprises, d'organiser de la circulation, bref, de ne se préoccuper que et exclusivement que de performances qui deviennent des contre-performances dans le cadre de la crise climatique. Ces régions sont donc dépassées. Ça n'est pas dire du mal de ceux qui sont efforcés de les faire vivre ou qui s'y sont déduits. C'est dire, écoutez, il faut changer. Et il faut changer en comprenant que la défense écologique ne peut pas être simplement le résultat de structures verticales et étatiques. Ne peut pas être simplement une addition de bureaucratie, même performante. Par conséquent, les bassins versants fournissent un modèle de base pour cette organisation. Mais, alors, je me permets de vous faire une demande pour les gens de médias. S'il vous plaît, ne publiez pas des cartes qui ne sont pas les nôtres. J'ai vu circuler un modèle avec 6 régions, il n'en a jamais été question entre nous. Ah oui, c'est ça, c'est que dès qu'ils ont commencé à parler des régions selon les bassins versants, les médias, ils ont commencé à dire voilà la carte des nouvelles régions de Jean-Luc Mélenchon. Et en mode, ils ont juste dit, faut faire des éco-régions. Ils ont dit, vas-y, il y a une carte, elle est intéressante, regardez la carte de l'eau, regardez la carte, mais on n'a pas décidé encore. Genre, c'est... Oh là là. Ici, vous avez 2 cartes qui vont passer à l'écran sur la vidéo. D'un côté, vous avez les bassins versants des grands fleuves français. Et vous apercevez des régions qui ne sont pas structurées autour d'un bassin versant, mais d'une arborescence de rivières. C'est le cas en particulier de la Bretagne, et je crois par là-bas en bas. Alors, tout le reste est structuré sur les 6 grands fleuves de notre pays. Putain, il a réduit la Bretagne. Ah, les Bretons, hein? Ah, vous faites plus les fiers, les Bretons, hein? Ah bah ouais, la Loire, hein? Ah bah la Loire, ça prend de la place, hein? Allez, les Bretons, récupérez votre micro-lopin de terre et arrêtez de nous faire chier, là. Voilà, allez. Chais, les Bretons. Chais. Après, il a même pas réduit la Bretagne, il l'a à peine réduite. Mais elle est pas tant réduite que ça, la Bretagne, vous vous foutez de ma gueule? Mais elle est pas tant réduite que ça, vous chialez pour rien. Vous allez perdre 3 km², c'est bon. La Bretagne se renforce en s'épurant. Aujourd'hui, sur ce plan, les bassins versants, nous sommes super performants parce que nous avons des agences de l'eau qui fonctionnent super bien, qui s'autofinancent et qui animent chacune pour leur propre compte toutes sortes d'études et de travaux. Et eux-mêmes ont proposé une subdivision en 24 buissons fluviaux, si j'ose dire. Et à côté, vous avez une des cartes que nous avons commencé à établir, nous. Celle-là, elle est à nous. Mais elle résulte de la première note qui vient d'être rédigée pour préparer notre travail. Et nos amis, et les fonctionnaires, les militants politiques ont établi cette première carte comme une manière d'illustrer. Nous tiendrons compte d'abord de la centralité de la question de l'eau. Attends, du coup, attends. Donc là, t'as toute la région sud-ouest, donc qui va de la Gironde là à... Je sais pas, je vais pas essayer de savoir c'est quoi le département 12. Ça va jusqu'à l'Ariège. C'est l'Ariège, ça? Ok, donc ça, c'est vraiment la partie sud-ouest, quoi. C'est l'Aveyron, le 12. Ça, c'est le truc qui est au-dessus, c'est un peu la Corrèze, le Limousin. Ça, c'est tous les trucs où c'est un peu la montagne qui rencontre la mer, c'est l'Hérault. De toute façon, ils sont entre la mer et les montagnes, quoi, globalement. Il y a des protestants, donc c'est déjà pas mal aussi. Mais donc ça, en gros, c'est ça. Ça, c'est la région Garonne. Ça, c'est une partie de la Loire et ça, c'est l'autre partie de la Loire. Ça, c'est tout ce qui est ramification du Rhône. Donc, il y a quand même le Rhône qui est en 2 parce que t'as la partie des gens de la montagne avec un accent bizarre et t'as une partie des gens de la montagne avec un accent du sud.
L'Est, ça bouge pas, hein, globalement, c'est l'Est. Tout le bassin de la Seine, ça, c'est magnifique, ça. Ça, j'approuve. Ça, j'aime beaucoup. J'aime énormément ce qu'ils proposent. Et le Nord, bah, c'est le Nord, quoi. Attends, quoi? Ah non, ça va, c'est l'Oise. L'Oise, ça passe. Je crois qu'ils nous avaient foutu avec la Picardie, là. Oui, bah, ça m'a l'air bien, hein. Et puis après, les racistes dans leur coin, là, en quarantaine, quoi. Pour moi, tout se tient. Pour moi, ça se tient. Les racistes en quarantaine. La Seine, l'empire de la Seine, qui étend toute sa largesse. Bon, la Loire, on peut pas tout vous laisser non plus, du coup, on vous coupe en deux. Moi, ça me va. La Garonne, qui a son propre espace. C'est très très bien. Moi, je suis pour. Les gars se sont plongés mal à ma Bretagne. Ah oui, vous perdez la Loire-Atlantique, c'est ça, vous perdez Nantes. Mais Nantes, c'est nul, de toute façon. Nantes, il y a quoi? Nantes, il y a des bourgeois. Nantes, c'est quoi? Nantes, il y a des Bretons, pas de Bretagne. Nantes, c'est tous les gens qui méprisaient vos ancêtres. Attends, Nantes. Nantes, c'est presque la Vendée, les gens. Non mais Nantes. Vous allez pleurer pour Nantes? Oh là là. Ah, on récupère les racistes de l'Aisne, par contre. Peut-être que ça leur apporte la civilisation, je sais pas. Hein. Allez, j'arrête. Vous mettez des produits et des pesticides partout sur Terre, vous empoisonnez naturellement les gens qui sont autour, qui ont plus de cancer que les autres, etc. Mais le ruissellement ramène tout à la rivière. Et de la rivière, bien sûr, à la mer. Mais c'est un autre problème pour l'instant. Et ainsi de suite. From the river to the sea, il a dit les régions de la rivière à la mer. From the river to the sea. Dog whistle antisémite. Mélenchon veut jeter les juifs de France à la mer. Il veut libérer la France de tous les fleuves à toutes les mers. Je sais pas. Comme Zarin, et Brezonec, Bétec, Antrej. Comme parle français, Lumpa Lumpa, là. Oh. Qu'est-ce qui baragouine? Parce que baragouine, ça vient des Bretons. Baragouine, des mots bretons. Et les gens, ils disent « qu'est-ce qui est baragouine ?» Il dit baragouine. Qui est aussi un bar lesbien également, le baragouine, tout à fait. En attendant, voilà deux cartes. La première vous permet de situer les bassins fluviaux. Et deuxièmement, la deuxième imagine des découpes. Car l'eau, nous ne sommes pas dans une perspective, à propos de l'eau comme du reste, qui serait une sorte de fondamentalisme bio-régional, où l'on considérerait que... Quoi ? Non, rien, j'étais en mode OMG, il y a le GOAT à la télé. Il parle des écorégions et de... les bassins versants, tout ça là. Ouais, il a dit du fleuve à la mer. Ok. Ça, c'est le genre de truc où je sais que si j'étais encore dans la campagne, au bout de 6 mois, j'en aurais marre de ouf. Moi, j'en ai déjà marre, je crois. Oui, j'en ai déjà marre aussi, mais genre, à écouter. Parce que nous, à l'époque, on écoutait quand même tous les meetings parce qu'on y était, on les filmait. Ouais. Et à entendre parler des écorégions à chaque fois, je peux vous dire que c'est dur. Non, mais en plus, c'est surtout, tu fais les formations tout le temps avec Gabriel Amar, tu les as suivies tous les ans. Ah, oui, Gabriel. Si on faisait une émission sur l'eau. Zawatalk sur l'eau. En vrai, c'est intéressant. On invite Gabriel Amar pour faire un Zawatalk sur l'eau. Les villes se sont toutes créées au bord de l'eau parce qu'elles permettaient de collecter des réserves sur des zones beaucoup plus larges, notamment à l'époque où personne n'avait encore inventé la roue. Et puis, elles permettaient le stockage. Il y a donc un rapport immédiat entre les grands facteurs géographiques structurants. Moi, j'aime bien, ça donne un côté un peu primitiviste, en mode, ouais, de toute façon, l'eau, on a toujours... en gros, on s'est toujours installé là où il y avait de la flotte. On a toujours utilisé la flotte pour bouger les trucs qu'on voulait s'échanger. Du coup, c'est logique de continuer de s'organiser autour de la flotte. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on a des iPhones qu'on dépend moins de la flotte. Donc moi, j'aime bien le côté un peu en mode, genre, vas-y, on revient quand même aux fondamentaux de l'organisation humaine. Et l'organisation humaine, c'est autour de ces trucs-là, quoi. En vrai, non, mais en vrai, moi, je suis ultra basé, en vrai de vrai. Il n'est pas question pour nous, tout d'un coup, d'effacer la culture et la politique, parce que tout simplement, ça ne fonctionnerait pas. On le voit bien aujourd'hui, où on a inventé des régions ridicules qui unissent le centre de la France et la côte sur l'Atlantique. Tout le monde rigole en regardant la carte. Donc, il faut partir de cet attelage-là. Et puis, il y a autre chose qui intervient. C'est que l'eau elle-même ne prend de sens que dans un contexte. Surtout, la fille est seule à parler de ça. Bah, surtout, ce qui est magnifique, c'est que Mélenchon a commencé à parler de l'eau, les régions, les bassins versants, etc. Au début, j'ai entendu « Oh là là, genre, découper les régions encore, c'est quoi cette proposition ?» Au début, déjà, personne n'a qu'à là. Moi, j'ai été le seul à avoir relevé et j'étais en mode « Ouais, mais c'est une dinguerie !» Après, j'ai vu passer 2-3 TikTok des gens qui disaient cette proposition de Mélenchon est en réalité très intéressante. Des gens d'autres autistes de l'eau, quoi. Et après, t'as des médias qui ont commencé à dire cette proposition insolite de Jean-Luc Mélenchon a des racines plus profondes. Et il a commencé à y avoir des articles, je crois dans Libération, j'ai vu passer, ou alors dans Le Monde, je sais plus. Mais j'ai vu passer quelques articles qui disaient en vrai, c'est intéressant, ça mérite le débat. Oui, même Libé a sucé la bite. Oui, même Thomas Legrand. Et moi, je sais parce que là, le PS, ils ont révélé leur plateforme présidentielle, là, leur programme de merde, là où ils disent qu'ils veulent un secrétariat d'État à l'immigration et à l'intégration. Bref. Mais du coup, je suis sûr que le PS, ils ont vu ça. Au début, ils ont pas qu'à là, comme le reste. Après, ils ont vu que Libé était en train
train de sucer. Ils se sont dit merde. Ils sont tous en train de le sucer pour ça. Nous, on n'a aucune proposition. Notre programme, il est quasiment bouclé. Va falloir qu'on le présente. On peut pas rajouter ça parce que si on rajoute, on n'a pas taffé la proposition. Et du coup, ça va se voir qu'on est juste en train de copier sur le voisin. Oui, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont proposé le PS? Ils ont proposé de taxer 10 centimes par gigaoctet. 10 centimes par gigaoctet. Internet. Ils veulent faire une taxe Internet. 10 centimes par gigaoctet. Là, quand même, là, les gamers du chat, vous avez intérêt à prendre la rue, là. Vous avez intérêt à balancer des... Bon, de toute façon, ils seront jamais élus, le PS. Mais genre, c'est vraiment tout ce qu'ils ont trouvé, c'est on va taxer Internet. Et surtout, non, pas on va taxer Internet. On va augmenter la facture Internet des gens. Parce que c'était pas assez cher. Taxer qui, nous? Bah, taxer les entreprises de télécom. Mais on sait très très bien que les taxes se répercutent sur les consommateurs. Donc, non, oui, en plus, je crois que c'est censé être inclus dans le prix ou un truc comme ça. Non, je crois que c'est censé être inclus dans le prix. Je sais plus. Ils ont juste dit qu'il fallait taxer, quoi, c'est tout. Non, mais 10 centimes le giga, genre... Tu sais, t'as l'impression ils sont encore en 2010, quoi. Entre-temps, le flux de données, il a augmenté, en fait. Genre... Je vais vous le retrouver. Attendez. PS gigaoctet. Voilà. Instaurer une taxation des flux de données numériques distribués sur le territoire français au taux de 10 centimes d'euros par gigaoctet afin de financer l'infrastructure du réseau utilisé par les plateformes. Ça n'a aucun sens. Quelle infrastructure pour quelle plateforme? Qu'est-ce que vous allez financer? Vous allez financer qui avec ça? Vous avez un plan de trucs? Reprendre le contrôle public des bascules technologiques, faire de l'ARCEP la vigie et l'ordonnateur de bascules technologiques. Ça veut dire quoi les bascules technologiques? Pour que les usages particuliers et collectifs ne dépendent plus du seul bon vouloir d'entreprises privées, accélérer la structuration des filières de collecte, de recyclage et de réemploi de terminaux obsolètes, acquérir un système de cartographie et de géolocalisation européen souverain. Taxation de flux de données numériques distribués sur le territoire français au taux de 10 centimes d'euros par gigaoctet afin de financer l'infrastructure du réseau utilisé par les plateformes. Ok, d'accord. C'est que les plateformes utilisent l'infrastructure, parce que l'infrastructure elle est quasiment entièrement privée. Enfin si, j'imagine, I guess, les câbles qui coûtent cher doivent être publics, I guess. Sinon tu vas taxer quel câble et à quel endroit, c'est complètement idiot. Oui, je comprends pas. Mais bon voilà, globalement, c'est faire augmenter la facture internet des Français, quoi. Un détail communiqué par le PS à BFM TV, les données de l'ARCEP établissent le volume de flux entrant sur les réseaux des principaux fournisseurs d'accès à internet à 50,8 terabits par seconde en hausse annuelle de 9,2% et le trafic mobile à 15 hexaoctets. Le rendement de cette taxe c'est dynamiquement et structurellement croissant à mesure du développement du streaming, de l'IA générative, du cloud gaming et des objets connectés. Pour garantir que cette taxe ne soit pas répercutée sur les abonnés finaux, 4 mécanismes anti-répercussion seront institués simultanément par la loi. Ah ok, ils sont en mode non, vous inquiétez pas, c'est pas les consommateurs qui devront le payer. Assiette sur les flux de peering entrant chez les opérateurs et non sur les flux livrés à l'abonné, incitant les fournisseurs d'accès internet à négocier la prise en charge par les plateformes génératrices de trafic. Droit légal opposable de répercussion de la taxe des opérateurs vers les plateformes dépassant un seuil de... Je comprends rien. Interdiction de faire apparaître la taxe comme ligne distincte sur les factures d'abonnement internet et encadrement tarifaire. Oui, interdiction que la taxe apparaisse sur les lignes de facturation, donc intégrez-la dans le prix directement. Bah oui, rajoutez une variable. Il n'y aura pas marqué taxe internet, mais ce sera la taxe internet. Mais du coup, c'est bon. Vous l'aurez pas mise dans la... Ah, c'est super. C'est pour faire payer YouTube et Twitch. Oui, mais YouTube et Twitch ne vont pas payer. En fait, si c'est les fournisseurs d'accès à internet qui doivent négocier... Parce que regardez, attends. Assiette sur les flux de peering entrant chez les opérateurs et non sur les flux livrés à l'abonné. Donc chez les opérateurs, donc genre les Free, les Bouygues, etc. Incitant les fournisseurs d'accès à internet à négocier la prise en charge par les plateformes. Donc en gros, ils disent, vos fournisseurs d'accès à internet, on va faire une taxe, etc. Comme ça va les forcer eux à négocier avec Google. Bien sûr, Orange, il va négocier avec Google, bien sûr. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Bien sûr. En fait, c'est ça va juste augmenter les prix. On va inciter les fournisseurs d'accès à Internet à négocier avec les grands méchants GAFAM. Ouais, super. Oui, Google est en train de se marrer. Là, ils sont en train de se fendre la poire. C'est... Quelle bande de merde! Observation simple, la fiscalité actuelle pèse sur le travail, sur le capital productif et de façon très insuffisante sur les grandes plateformes numériques. Elle ne pèse pas sur l'usage économique du réseau lui-même, alors que ce réseau... Moi, j'adore parce que, d'un côté... Moi, je trouve que ça explique tout. Ça vraiment, ça résume absolument tout. Mélenchon, il est en mode les réseaux et l'accès au réseau, l'accès le plus large au réseau est la condition principale et la condition fondamentale de l'homo urbanus. C'est la condition fondamentale du peuple dans la société actuelle. Il faut le prendre en compte et le rendre accessible au maximum à tout le monde, car l'absence d'accès au réseau est une condamnation à mort sociale. Et du coup, Mélenchon, il est en mode, on dépend des réseaux. Du coup, il faut faire en sorte que ces réseaux soient gratuits, de bonne qualité et accessibles à tous. Ça, c'est la vision de Mélenchon. Et la vision du PS, c'est quoi? Les réseaux sont importants, du coup, faut les taxer. Les réseaux, c'est important. Du coup, il faudrait que la fiscalité pèse sur les réseaux. Quel réseau? C'est qui les réseaux? Bah, les réseaux, c'est les usagers, en fait. Alors que ce réseau, partiellement financé par l'investissement public ou parapublic, constitue l'infrastructure même de la captation de valeur par les plateformes. Ah,
Ah, vous voulez dire que vous avez une infrastructure publique qui garantit le réseau et oh là là, mais du coup les plateformes ils les utilisent. Ah, moi je suis d'accord, il y a trop d'opérateurs internet. Il en faudrait un seul, de bonne qualité, rapide, pas cher. Comme ça c'est l'État. Comme ça il n'y a plus de concurrence entre les opérateurs. Et comme ça on a une garantie d'accès au réseau en fait. Oui, en fait ramenez-nous rendez-nous France Télécom sans les suicides. Mais oui, juste, on appellerait ça France Internet. Et parce que télécommunication, ça fait un peu vieillot. On peut appeler ça France ce que vous voulez. Mais juste, c'est comme la SNCF, quoi. T'imagines, en fait, c'est l'équivalent. Ok, c'est l'équivalent de si l'État instaurait une taxe kilométrique sur les billets de train pour financer le réseau des voies ferrées. Bah, peut-être fallait pas privatiser la SNCF, bande de merde. C'est vraiment, pour moi, franchement, ça résume absolument tout de l'irréconciliabilité de vision entre la France insoumise et le Parti socialiste. Ah bah non, ils le font déjà. Ah bah oui, c'est vrai, ils le font déjà. C'est ça, c'est le cas Cassandre, ça s'appelle le péage ferroviaire. Non mais t'inquiète. Ah oui, ils le font quand même. Ah bah zut. Ah, c'est déjà le cas. Donc en fait, le PS, il propose de faire exactement ce que fait Macron, mais sur Internet, quoi. Oui bon, tu connais pas le sujet. Mais va baiser ta mère, Zamba Live. Je connais tellement bien le sujet que j'ai deviné tout seul qu'il faisait pareil sur le train. C'est pas l'Europe qui demande la concurrence. Mais c'est jamais l'Europe qui demande la concurrence. C'est les ministres qui vont négocier à l'Europe. Et après, ils vont dire, c'est l'Europe qui m'oblige de faire ça, alors que c'est eux qu'on dit à l'Europe, mettez ça comme nouveau règlement. Arrêtez. L'Europe, on s'en bat les couilles. L'Europe, ça existe pas, c'est qu'une construction sociale. Parce que si on privatise les bénéfices en gardant les faibles charges pour l'État. Oui, c'est socialisation des pertes et privatisation des bénéfices. Oui. Le même truc. Et ils veulent nous faire ça pour Internet. Mais ça, c'est vraiment la différence fondamentale, l'irréconciliabilité fondamentale. Les gens, ils disent tout le temps les gauches irréconciliables, mais elles sont là, les gauches irréconciliables, quoi. D'un côté, t'as la France insoumise qui est en mode les réseaux, c'est important, faut les rendre accessibles, faut en prendre soin, faut en faire un truc public qui soit pour le bien commun de tout le monde. Et de l'autre côté, t'as le PS qui dit les trucs qui ont déjà pas marché pour le rail et qui ont déjà démantelé complètement les réseaux ferroviaires, on va faire pareil en démantelant le réseau Internet. Ah voilà. En fait, le PS est fondamentalement, philosophiquement, structurellement de droite.